Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast En Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion pour décrypter ensemble évidemment l'actualité Azure de la semaine 18 qui s'étale du 28 avril au 4 mai. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Sans plus tarder, plongeons dans l'actualité Azure avec au menu les articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, nous continuerons avec les annonces en preview et nous terminerons par la seule des commissions de la semaine. Petit rappel habituel avant de débuter, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Alors débutons nos articles en parlant d'un vrai tournant dans l'usage de l'intelligence artificielle en entreprise. Jusqu'ici, on connaissait surtout les assistants IA qui attendent une instruction pour répondre. Désormais, on entre dans l'ère des agents intelligents capables d'agir par eux-mêmes, de collaborer avec d'autres agents et de s'intégrer dans des workflows métiers. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent régulièrement, il y a quelques semaines, lors de notre podcast L'écho du cloud, Imad Bensi Saïd nous avait fait une démo entre deux agents qui débattaient au sujet du capitalisme. Alors Microsoft pousse cette vision avec Azure AI Foundry, une plateforme qui permet de concevoir, tester et faire évoluer ses agents IA. Imaginez une sorte d'usine numérique où chaque agent a un rôle bien précis et peut être combiné à d'autres pour automatiser des processus complexes. Des entreprises comme Fujitsu ont déjà franchi le pas. Ils ont mis en place un agent pour générer automatiquement des propositions commerciales. Résultat, un gain de productivité de 67%. D'autres, comme Atomic Networks, utilisent un agent pour répondre aux demandes des services RH et IT. Et pour que tout cela reste fiable et sécurisé, Microsoft propose maintenant un framework pour orchestrer ses agents des outils de supervision très fins et même un agent spécialisé dans le Red Teaming IA. Ce dernier teste automatiquement les failles de sécurité des systèmes intelligents. Bref, l'IA devient plus qu'un outil. Elle devient une équipe numérique, modulable, qui peut prendre en charge une partie du travail pour libérer du temps aux humains. Enchaînons avec un sujet de cybersécurité au niveau du secteur public. Les menaces sont de plus en plus complexes, souvent pilotées par des IA. Pour y répondre, il faut des outils à la hauteur. Et c'est là que l'IA générative entre en jeu. Concrètement, elle permet de traiter des milliers d'alertes automatiquement, d'identifier les vraies menaces en temps réel et de guider les équipes de sécurité dans leurs réponses. Des plateformes comme Microsoft Security Copilot peuvent proposer des résumés d'incidents, alerter un utilisateur s'il détecte un comportement anormal, ou encore expliquer des scripts techniques en langage simple. Mais l'enjeu ne s'arrête pas aux outils. Il faut aussi repenser les processus, favoriser la collaboration entre acteurs publics et privés et faire monter les équipes en compétences. Ce qu'on constate, c'est que cette approche permet non seulement de gagner en réactivité, jusqu'à 30% de réduction du temps moyen de résolution, mais aussi de renforcer la sécurité collective en partageant mieux les données sur les menaces. L'IA générative devient un vrai copilote pour le coup dans la guerre numérique actuelle. Elle aide à faire face à la pénurie de talents dans le domaine de la sécurité, mais aussi avec une complexité croissante des menaces, elle permet de mieux protéger les données et les infrastructures critiques. Partons à présent dans les coulisses de Microsoft, toujours pour parler cybersécurité. En 2024, l'entreprise a structuré son approche en nommant plusieurs directeurs adjoints de la sécurité. 3 d'entre eux sont au cœur du dispositif. Igor Sakhnov, qui est en charge de l'identité, Mark Russinovich, que vous devez probablement connaître si vous tournez autour de l'écosystème Azure, et enfin Jonathan Zunger pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Chacun pilote les risques liés à son propre domaine,
mais surtout ils partagent une conviction. Sécurité et innovation ne sont pas opposées, elles doivent avancer ensemble. Zunger, par exemple, explique comment son équipe anticipe les scénarios à risque liés à l'IA et conçoit des plans de réponse avant que les incidents ne se produisent. Mark Russinovich, quant à lui, insiste sur la durabilité des systèmes de sécurité. Et enfin, Saknov, pour sa part, nous rappelle que même les systèmes d'identité doivent être pensés comme un élément central de la sécurité, capable d'évoluer avec les usages réseau. Tous partent d'un postulat simple. Il faut supposer qu'une attaque finira par se produire et organiser la détection et la réponse en conséquence. Et surtout, casser les silos. La sécurité, la confidentialité et la sûreté sont étroitement liées. Ce que je retiens finalement, c'est qu'au-delà des outils, c'est un état d'esprit qu'ils insufflent, celui d'une sécurité proactive, résiliente et intégrée. Changeons maintenant de sujet, mais restons avec un objectif ambitieux de Microsoft qui s'était fixé pour 2025 et qui l'a atteint en 2024. Oui, je sais que 2024 est révolu déjà depuis quelques mois, mais comme je suis tombé sur cet article cette semaine, alors autant en parler. L'entreprise annonce avoir réutilisé ou recyclé 90,9% de ses serveurs et composants en seulement un an. Ce résultat, c'est le fruit d'un gros travail sur la circularité. Récupérer des terres rares et des métaux précieux depuis des disques durs hors service, ce qui finalement évite d'exploiter de nouvelles terres. Réutiliser des composants dans d'autres projets ou pour la formation de techniciens, et même repenser l'emballage du matériel pour qu'il soit plus facilement recyclable. Un exemple concret, 30 000 racks de serveurs ont été reconditionnés dans des emballages démontés et recyclés localement, évitant ainsi 2500 tonnes de déchets. Au-delà des chiffres, ce qu'on voit, c'est un vrai changement de méthode. L'approche réduire, réutiliser, revaloriser devient une réalité industrielle. Et ça montre qu'une autre façon de construire et de maintenir des infrastructures IT est possible, plus durable, plus résiliente et moins dépendante des matériaux neufs. C'est une direction intéressante pour tous ceux qui réfléchissent à l'impact environnemental de leur infrastructure numérique. Eh bien, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Passons maintenant aux annonces en JM. D'ailleurs, nous débutons avec un nouveau service, à savoir Azure Compute Fleet. Ce dernier a pour but de fournir aux utilisateurs de grandes quantités de capacités de calcul en combinant d'ailleurs plusieurs tailles de VM en fonction finalement de vos besoins. On peut aller jusqu'à 10 000 VM dans une seule flotte. Ouais, ok, je sais que ça fait beaucoup. Je ne sais pas vraiment quel cas d'usage nécessiterait un tel volume de VM, mais en tout cas, ça doit probablement exister. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré ce cas d'usage. Ainsi, vous allez pouvoir spécifier divers critères de VM comme la RAM, le nombre de cœurs, le type de SKU, l'emplacement, et Azure Compute Fleet déploiera la capacité adaptée aux critères que vous aurez demandés. Le service permet également de gérer le dépassement des coûts, les pénuries de capacité pour certaines VM ou encore l'éviction des VM spot. Bref, ne vous reste plus qu'à tester. Côté Azure Functions, il y a quelques semaines, on annonçait la prise en charge de la version 3.11 de Python. Et bien maintenant, c'est la version 3.12 qui est supportée, qui évidemment apportera des améliorations ainsi que de meilleures performances par rapport à la version précédente. L'équipe produit de AKS vous propose dorénavant la possibilité d'isoler le réseau de votre cluster. Vous obtiendrez ainsi des clusters totalement isolés pour simplifier le processus de restriction d'accès, mais aussi pour réduire le risque d'exposition involontaire de certains endpoints publics du cluster afin de prévenir toute faille de sécurité. Le service Microsoft DevBox continue son expansion puisqu'il débarque dans une nouvelle région, à savoir la région UAE North. Pas mal de nouveautés sont à signaler côté Microsoft Cost Management. Par exemple, les achats des instances réservées et des... J'en perds le mot, j'ai mis l'acronyme des ASP. C'est
quel était le nom de ASP Service Plan Saving Plan. Saving Plan. Azure Saving Plan. Désolé, ça a mis du temps pour remonter au cerveau. Donc les services RI et ASP afficheront désormais les ID des souscriptions, ce qui va finalement faciliter les retours et les rétrofacturations. On parle aussi de l'ajout des dates de début et de fin de service qui indiqueront désormais la durée de l'offre que vous aurez sélectionnée, ou encore les clients des partenaires qui pourront désormais consulter les achats et les remboursements directement au niveau de leur souscription. Alors, on ne parle pas de choses qui vont révolutionner les coûts sur Azure, mais ce sont de petites améliorations pour simplifier l'analyse de votre facture et d'autres petites informations qui semblent être pertinentes. D'ailleurs, ce n'est pas tout pour Microsoft Cost Management avec la possibilité d'effectuer des exports pour la partie Enhanced Cost Management. Alors, cette version optimise l'automatisation et l'analyse des données de coûts et d'utilisation des clients. Parmi les principales améliorations, citons la prise en charge étendue des jeux de données comme les tarifs, les recommandations de réservation, les délais des réservations et les transactions, mais aussi la flexibilité des formats d'exportation. Vous avez par exemple du CSV avec de la compression gzip, mais aussi la prise en charge du format FinOps Open Cost and Usage Specification en version 1. Pour rappel, le FinOps Open Cost and Usage Specifications, c'est le focus. Côté réseau maintenant, et plus particulièrement au niveau du routeur de Azure Virtual WAN, qui supporte maintenant les IP en tant que Next Hop. Ça vous permettra par exemple de connecter votre Hub Virtual WAN à une NVA ou à des endpoints BGP pour gérer plus facilement votre routage. L'équipe produit Azure Firewall annonce l'intégration avec Security Copilot afin d'effectuer des analyses détaillées de votre trafic malveillant, qui seront interceptés par le système d'intrusion Detection and Prevention System, plus communément appelé IDPS. D'ailleurs, il propose plusieurs fonctionnalités comme obtenir les principales signatures IDPS qui sont détectées sans écriture de requête KQL, donc c'est plutôt cool si vous n'avez pas forcément de notion KQL. Vous allez pouvoir enrichir les profils de menaces liés à une signature IDPS avec des informations supplémentaires. Vous allez pouvoir rechercher une signature IDPS spécifique à travers l'ensemble des firewalls d'un même tenant, d'un abonnement ou d'un resource group, ou encore générer des recommandations de sécurité pour utiliser efficacement les fonctionnalités IDPS d'Azure Firewall. Terminons les annonces en GA avec le service Azure API Management avec l'arrivée de paramètres de mise à jour au sein du service, offrant aux clients plus de contrôle sur le moment et la manière dont leurs instances reçoivent les mises à jour de la plateforme comme les nouvelles fonctionnalités, les correctifs de sécurité ou encore des améliorations. Plusieurs groupes de mise à jour apparaissent. On a tout d'abord le Early qui va permettre de recevoir les mises à jour au début du déploiement pour les tests et les accès anticipés. Alors évidemment, ici, il ne faut absolument pas utiliser ce mode pour les environnements de production. Il y a ensuite le groupe Default, où vous allez recevoir les mises à jour dans le cadre du déploiement standard. C'est recommandé dans la plupart des cas d'utilisation finalement. Nous avons le groupe Late qui va reporter les mises à jour à une étape ultérieure du cycle, ce qui est d'idéal quand vous avez des charges de travail critiques et que vous voulez gérer, contrôler les mises à jour au niveau de votre APIM. Et enfin, l'AI Gateway Early, qui a un accès anticipé aux fonctionnalités de la gateway d'intelligence artificielle, tout en suivant le planning late pour le reste. Donc, vous pouvez en plus d'ailleurs définir vos propres créneaux de mise à jour préférés. Donc, il ne vous reste plus qu'à personnaliser tout ça pour que ça corresponde parfaitement à vos besoins. Eh bien, écoutez, passons maintenant aux annonces en preview. La première concerne un service qu'on n'évoque jamais. Je parle de Azure Container Instances. Alors, je dis jamais, on l'a peut-être déjà évoqué, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on évoque assez rarement.
Ce dernier prend maintenant en charge les instances de conteneurs de plus grande taille. Vous pouvez par exemple monter jusqu'à 4 vCPU et 16 Go de RAM pour des conteneurs standards. Vous allez monter jusqu'à 32 vCPU et 256 Go de RAM pour les groupes de conteneurs standards, ou encore monter jusqu'à 32 vCPU et 192 Go de mémoire pour les conteneurs confidentiels. Le service Azure DevTest Labs renforce sa sécurité puisqu'il propose maintenant la fonctionnalité Trusted Launch pour les VM de génération 2. L'extension Microsoft SQL pour Visual Studio Code inclut désormais Schema Compare dans sa version, ce qui facilite finalement la comparaison des schémas de base de données, l'identification des différences et l'application des mises à jour entre les bases de données ou les fichiers. Sachez que les connecteurs Azure Logic Apps font leur apparition sous forme d'outils au sein du service d'agents d'IA de Azure AI Foundry. Ceci apporte aux agents IA la capacité d'interagir, d'interagir facilement avec des centaines de systèmes d'entreprise, comme des bases de données, des applications SaaS, via des workflows low-code. On parle de plusieurs améliorations, comme une connexion fluide des agents IA au système d'entreprise grâce aux connecteurs Logic Apps qui sont prêts à l'emploi, une automatisation de tâches complexes et d'orchestration d'actions intelligentes via des modèles qui sont prédéfinis, ou encore une extension rapide des capacités d'agents IA sans écrire de code personnalisé, et ça c'est plutôt important, d'autant plus quand vous n'avez pas d'expertise en développement, comme c'est mon cas. Côté Azure Front Door, la fonctionnalité Azure WAF CAPTCHA fait son apparition. Vous en connaissez tous le principe. L'idée est d'offrir une couche de protection supplémentaire qui va garantir l'accès à des utilisateurs légitimes aux applications tout en bloquant le trafic nuisible. Le service Azure Virtual Network voit débarquer la fonctionnalité Terminal Access Point ou TAP. Celle-ci permet de rediriger en continu le trafic réseau des VM vers un outil d'analyse ou un collecteur de paquets sans avoir besoin de recourir à des agents ou des appliances réseau supplémentaires. En fait, cette solution s'appuie sur l'infrastructure native d'Azure pour offrir une visibilité réseau avec les avantages suivants. Le premier, un mirroring du trafic sans agent ni modification de la topologie de votre réseau. Second point, aucun impact sur les performances de vos VM, et ça c'est plutôt important à signaler. Le trafic copié n'est pas comptabilisé dans leur bande passante. Et enfin, le troisième point, c'est une compatibilité avec les outils de sécurité et de supervision tiers, facilitant l'intégration dans vos environnements existants. Le service Azure NetApp Files propose maintenant l'utilisation des clés de chiffrement gérées par les utilisateurs pour le chiffrement de vos volumes. Ainsi, vous aurez le contrôle total sur vos clés que vous pourrez évidemment stocker dans Azure Key Vault. Les deux dernières annonces en preview concernent le service Azure API Management. La première avec la fonctionnalité Private Endpoint pour le niveau de service standard V2. L'idée est évidemment de consommer votre instance au travers de votre réseau privé Azure. Et la seconde annonce pour Azure API Management apporte plusieurs nouvelles améliorations comme la possibilité d'attribuer les accès aux API ou leur version de manière granulaire, mais aussi l'intégration avec Copilot Studio ou encore la recherche sémantique qui va faciliter la recherche et la découverte d'API sur le portail API Center ou via l'API du plan de données. Bref, plein de petites choses qui pourraient vous intéresser si vous êtes un utilisateur du service. Écoutez, je vous propose de terminer notre épisode de podcast avec une décommission concernant le service Azure Static Web Apps. Donc l'offre dédiée de Azure Static Web Apps sera supprimée le 1er octobre 2025. Sachez d'ailleurs que vous ne pouvez plus déployer d'Azure Static Web Apps sur le plan dédié depuis le 1er mai 2025, donc depuis quelques jours déjà. Il faudra donc migrer vers l'offre standard qui, elle, reste évidemment toujours disponible.
Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez une fois de plus appris plein de choses. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant. Je vous dis à la semaine prochaine.